je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'ARP ou est habitué de nos activités. Donc voilà, en quelques mots, l'ARP, c'est l'Association régionale de promotion de l'éco-construction en Normandie. On développe un certain nombre de sujets autour voilà, de la performance environnementale des bâtiments, de l'éco-construction. On a une action qui est voilà, assez divers. On a une action, on va dire, plus intense sur l'accompagnement au développement des filières locales d'écomatériaux, donc par exemple la paille, par exemple la terre crue, par exemple le chanvre. On accompagne aussi, du coup, on co-anime avec Enerter le réseau de l'autohabitation accompagnée en Normandie. Euh, et, euh, et vous trouverez aussi également plein de ressources sur notre site internet, que ça soit, on va dire, la liste des professionnels de l'éco-construction en Normandie, comment organiser un chantier participatif, des documents techniques sur les écomatériaux locaux, une cartographie des producteurs d'écomatériaux, des documents techniques sur les différents matériaux locaux, des guides de bonne pratique, voilà. Donc, je ne vais pas je vais pas développer plus, je vous invite simplement à consulter notre site. Et puis aussi, parce qu'on est une association, à adhérer si vous souhaitez participer à l'aventure. Je te passe la parole, Louise. Donc oui, merci Grégory. Alors je voulais juste, oui, je vais peut-être préciser déjà ce que c'est que l'association NRTer. Donc on est basé dans la Manche. C'est une association qui en fait est une émanation du PNR, du Parc naturel régional des Marais, du Cotentin et du Bessin, qui est ici sur notre territoire. Donc là, on est sur une zone rurale. Et donc, nous sommes maintenant une association indépendante, quoique on a encore beaucoup de liens de partenariat avec le PNR. Et on propose donc un accompagnement en autoréhabilitation accompagnée aux habitants du territoire. Et on a plusieurs volets, enfin, on va dire plusieurs portes d'entrée. On intervient majoritairement chez des personnes qui sont dans des critères de revenus modestes. Donc, je dirais qu'il y a une entrée un peu sociale et puis il y a aussi une entrée patrimoniale et puis environnementale, parce qu'il y a quand même des réflexions et des choix de rénovation par rapport au bâti particulier qui est celui du territoire, qui est un bâti en pierre et en masse, et puis environnemental parce que on a envie de respecter les valeurs, je crois que qu'on a tous ici. Euh, et donc, on essaye de faire appel, d'utiliser des ressources locales, par exemple. Donc, juste pour finir sur NRTer, justement, en lien avec ça, on développe aussi une production de matériaux de terre, donc de la terre locale qu'on peut utiliser à la fois sur nos chantiers participatifs ici et puis qu'on vend aussi aux personnes, artisans, professionnels ou pas professionnels d'ailleurs, qui font de l'ARA ou pas, donc sur le territoire pour avoir cette ressource disponible. Donc voilà pour la présentation de l'association NRTer dont je fais partie et que je vais donc représenter aujourd'hui. Peut-être que pour commencer, avant de rentrer dans le détail du programme et puis d'autres informations, on va peut-être se poser la question de ce que c'est que l'autoréhabilitation accompagnée. Et je vais juste donner la parole tour à tour aux différents intervenants, à commencer par Aurore de la Garde des Compagnons Bâtisseurs, juste en une ligne, ce que c'est que l'autoréhabilitation accompagnée pour vous. Donc Aurore, je te laisse la parole juste pour, pour dire en une ligne ce que c'est que l'autoréhabilitation accompagnée pour les compagnons bâtisseurs. Merci Louise. Donc, bonjour à tous. Je vais me prêter à l'exercice, je reprendrai la parole après. Pour nous, c'est la capacité d'agir qu'on donne à une famille pour être partie prenante de ses travaux. Voilà. Hop, voilà, je En suis une de retour. phrase. Merci. Voilà, donc je suis de retour. Je propose la même chose à Tom Lacheret du CIER qui interviendra justement tout à l'heure pour une présentation d'accompagnement. Je suis avec Stéphanie, qui est du coup une personne qu'on a accompagnée récemment. Et alors, qu'est-ce que c'est pour nous, l'autoréhabilitation accompagnée? Comment dire, pour l'instant, on en est à filer la main à des gens qui ont le goût de faire eux-mêmes. Voilà. Ok.
D'accord. Et puis, je vais du coup laisser la parole, pareil, pour Anne Lecartier, qui peut nous, juste comme ça, en quelques mots. L'autoréhabilitation accompagnée, pour moi, pour le moment, c'est organisé, voilà, des chantiers participatifs avec les propriétaires en utilisant des matériaux locaux. Voilà. Merci. Merci pour l'exercice. Du coup, je peux aussi dire la même chose pour NRTR. Hein. Je peux aussi me prêter à l'exercice. Donc, oui, dans auto-réhabilitation accompagnée, je pense que vraiment, la chose vraiment très particulière, c'est qu'il y a je dirais, l'habitant qui est au centre, qui est volontaire et actif par rapport à d'autres types de travaux. Enfin, voilà, c'est ce à quoi je pense, effectivement, aussi en priorité. C'est le maître d'ouvrage est au centre du projet. Donc voilà, donc j'aime bien me donner la parole, mais je vais passer donc à la suite. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Greg tout à l'heure par rapport au réseau, donc au réseau normand de l'autoréhabilitation accompagnée. Faut savoir qu'il y a des ressources disponibles en ligne à divers endroits sur le site internet de l'ARP. Vous avez une page dédiée en fait au RENOAC qui se trouve dans l'onglet du site. Je crois que c'est l'onglet, je ne sais plus trop, je ne l'ai plus sous les yeux, mais en tout cas, on le trouve assez facilement dans le menu déroulant de la gauche. Donc voilà, il y a une page dédiée au RENOAC. Il y a aussi dans la dernière newsletter de l'ARP que vous trouverez aussi sur le site internet de l'ARP. Voilà, là je vois que Greg est en train de partager son écran. Donc là, c'est la page du RENOAC auquel vous avez accès sur le site de l'ARP. Voilà, donc ça, faut pas hésiter à aller chercher des informations sur les sites internet quand on se donne de la peine de les remplir, c'est bien. Alors il y a ça, et il y a aussi donc toutes les newsletters, enfin pas toutes les newsletters, mais il y a beaucoup de newsletters qui sont parus, qu'on retrouve ensuite dans les ressources. Donc la dernière newsletter, elle faisait justement référence aux dernières avancées du réseau et parlait notamment d'outils et de formations qui vont se lancer. Donc voilà, ça sera donc si jamais c'est pas là tout de suite maintenant, ça va y être bientôt parce que je vois que Greg est en train de chercher. Il y a ça, il y a aussi donc dans l'onglet événements des formations et comme disait Greg tout à l'heure, il y aura des rencontres pro qui seront proposées dans cette année 2021 et aussi parallèlement des formations. Et donc là, vous trouverez la fiche de la première formation qui sera proposée en juin sur cet onglet formation et vous aurez toutes les informations. Et si jamais vous avez du mal à trouver des informations là-dessus, vous n'hésitez pas à contacter soit l'ARP, soit NRTR pour avoir des compléments d'information. Donc voilà, maintenant je vais passer peut-être... ouais, je vois que Greg est en train de nous montrer la page des formations. Super, donc maintenant je vais passer juste au programme en fait de rencontre d'aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'était, comme disait Grégory tout à l'heure, de présenter des cas d'accompagnement assez diversifiés pour donner à voir l'étendue des possibles de l'autoréhabilitation accompagnée. Donc, on va entendre en première partie donc Aurore Delagarde, qu'on a entendu tout à l'heure, des compagnons bâtisseurs Auvergne-Rhône-Alpes. Elle pourra nous dire un petit peu plus aussi sur l'association des compagnons bâtisseurs si certains d'entre vous la connaissent pas. Et ce sera là le cas d'un accompagnement d'une personne locataire donc en zone urbaine, soutenue donc par une structure d'accompagnement, en l'occurrence les compagnons bâtisseurs Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, je reprendrai la parole cette fois-ci pour parler d'un accompagnement qui a été effectué par NRTR auprès d'une personne propriétaire occupant dans une zone rurale. Hein, là, on est dans la Manche et donc soutenu par NRTR et un accompagnement assez long sur plusieurs années.
Je laisserai ensuite la parole donc à Tom Lacheret du CIER 14, qu'on a vu tout à l'heure. Donc le CIER 14, c'est aussi une association, c'est le centre d'initiation aux énergies renouvelables, si je ne me trompe pas, mais Tom pourra me rectifier si jamais il y a besoin. Et donc c'est dans le Calvados. Là, ce sera... et alors là, en plus, on a la chance, je crois, d'avoir la personne avec Tom enfin l'habitante qui a bénéficié d'un accompagnement du CIER 14. Donc, ils pourront nous en dire plus. Et puis, on finira avec un accompagnement de propriétaires occupants, non pas par une structure, mais par un artisan, enfin une artisane en l'occurrence, donc Anne Lecartier, qu'on a entendu vite fait tout à l'heure, qui est donc artisane entrepreneur dans la coopérative d'activité et d'emploi Les Chantiers de Demain, qui a un rayonnement régional. Et si je ne me trompe pas, Anne, je crois que c'est dans le Calvados ou l'Orne, je ne sais plus trop. Voilà, donc je vais laisser la parole pour commencer à Aurore. Donc je vais juste dire quelques mots, essayer d'être assez rapide et synthétique parce que si j'ai bien compris, le programme est assez dense. Sur notre association, donc nous, les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, on est une association qui existe depuis 2011, qui agit maintenant en partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs Auvergne, puisqu'on a été créé avant la fusion des deux anciennes régions. Et on appartient à un mouvement national qui est l'Association nationale des compagnons bâtisseurs qui existe depuis une 60aine d'années et qui s'est créé pendant la période en fait, de reconstruction. Donc, c'est vraiment un mouvement d'éducation populaire et d'accompagnement des autoconstructeurs. Voilà, donc ça, c'est très rapidement en quelques lignes pour l'histoire de l'association. Donc, dans notre association, on a des actions qui sont historiques, donc notamment celle que je vais présenter, qui est une action dédiée aux locataires, principalement des quartiers prioritaires. Et puis, on développe aussi, surtout depuis quelques années, des chantiers auprès de propriétaires occupants, principalement en secteur rural, sur la question de la précarité énergétique, mais pas que, ainsi que des outils mobiles qui sont des bricobus. Donc, il y a un réseau d'une vingtaine de bricobus en France, principalement développés sur Centre-Val de Loire, Bretagne, et en fait les départements et les régions de l'Ouest, qui permettent en fait d'intervenir sur la base de l'autoréhabilitation accompagnée, donc faire des chantiers auxquels l'habitant participe et desquels il est le principal acteur, mais d'avoir cette capacité en fait de mobilité qui est vraiment décuplée. Si je reviens sur les actions cœur de cible et un peu historiques qu'on a, donc c'est ce qu'on appelle les ateliers de quartier qui sont déployés dans des quartiers prioritaires, donc principalement des quartiers politiques de la ville, des grands ensembles. C'est des actions pour lesquelles on intervient surtout auprès de locataires du parc social. Donc toujours des actions qui sont montées avec les bailleurs sociaux des territoires, avec les collectivités, donc les communes, les EPCI, et puis les centres sociaux, la CAF, l'ensemble en fait des partenaires qui viennent intervenir sur ces quartiers. L'idée dans ces projets, c'est pas de se substituer aux tâches que devrait effectuer un bailleur social, mais c'est plutôt d'accompagner les habitants dans une meilleure appropriation de leur logement sur tout ce qui est les travaux d'obligation locative. Donc là, par exemple, je vous ai mis une première situation donc, que je vais présenter. C'est une famille, donc la personne qui a reçu le chantier et pour laquelle vous avez la vidéo. Donc, une femme qui vivait seule dans son appartement et qui avait identifié des besoins de rénovation de pièces. Donc, en général, sur ces projets-là, on propose de l'accompagner sur deux pièces à rénover. La personne choisit ses besoins, on les valide avec elle et avec le bailleur social. Et ensuite, on va programmer l'ensemble du chantier avec elle, le travailler, définir quels sont ses souhaits, quels sont un peu les matériaux qu'elle souhaite utiliser, et un animateur technique vient l'accompagner à mettre en œuvre les gestes techniques. Donc là, l'idée, c'était qu'on vienne faire une pièce avec cette personne qui avait vraiment besoin d'être accompagnée sur des questions de compétences, de gestes, qui n'avait jamais bricolé. Et donc voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir la rendre un peu plus autonome et puis d'améliorer son logement.
Donc, sur un bref bilan du chantier, c'est un chantier qui a duré 10 jours, donc un peu plus long que ce qu'un chantier classique aurait duré, mais qui a permis à madame d'apprendre déjà de nombreuses compétences du second œuvre, qui s'est complètement rapproprié son logement. C'est une personne qui était plutôt en situation d'épuisement, de demande de mutation pour changer de logement, qui avait un peu abandonné. Et là, qui s'est complètement réapproprié son logement et qui s'est aussi remobilisé dans la vie de quartier. Donc, c'est un chantier sur lequel on a mobilisé le voisinage et des bénévoles et des volontaires de notre association. Et pour vous donner un ordre d'idée sur ces projets-là d'ateliers de quartier, en général, la personne paye 10% du coût des matériaux. Voilà. Donc, ça, c'est la première situation que je voulais vous présenter, sachant que dans les ateliers de quartier, il y a également des propositions d'ateliers collectifs et on a une outil-tech qui permet aux habitants de venir emprunter des outils, apprendre des techniques avec l'animateur technique de l'association et puis essayer dans nos locaux ce qu'elle pourra par la suite faire chez elle en autonomie. Et ce qui est intéressant sur ces accompagnements-là, pour finir, c'est qu'on fixe avec certaines familles des objectifs de travaux à réaliser en autonomie. Et en fait, même si on ne revient pas forcément poursuivre le chantier chez elles, on continue à leur donner des objectifs comme ça pour les motiver et les remobiliser dans leur appartement, dans leur logement. Est-ce que, Louise, j'ai un peu de temps pour présenter la deuxième situation ou tu préfères laisser place à des questions-réponses? Eh bien, je pense qu'on a le temps. On est quand même. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory, mais je vois le temps et je pense que tu peux y aller et puis on aura le temps ensuite Ouais. pour un échange. Okay. Je vois que tu es très synthétique, donc tu as gagné le droit de présenter un deuxième chantier. J'essaie de répondre aux critères qu'on m'a posés. La deuxième situation, en quelques mots, c'est un projet qu'on développe avec des partenaires de la métropole de Lyon. C'est dans le cadre du plan logement d'abord. Alors, je pense que c'est quelque chose qui aussi se déploie sur les quartiers prioritaires de Normandie et pas que d'ailleurs. L'idée, c'est de se dire que pour des personnes issues de sans-abrisme, la question du logement, elle est primordiale avant d'agir sur d'autres aspects. Et notre proposition dans ce dispositif-là, c'est de rendre les personnes actrices de leur projet en fait, et de leur installation. Donc, de travailler avec notre association à ce qu'elles participent à leur chantier, pour celles qui le souhaitent, et à leur arrivée dans un premier logement. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille avec des partenaires sociaux, des associations pour la mise à disposition de logements. Donc là, par exemple, c'est une commune, donc Couson-Mondor, dans la métropole de Lyon, qui a mis à disposition un logement. Et nous, on a accompagné la famille pour ce qui était une remise en peinture, petit ameublement et puis aussi électroménager et premiers achats en fait pour pouvoir se ressentir bien dans son logement. Donc c'est des temps d'accompagnement assez courts. Là, c'est 5 jours de chantier avec la famille. On est encore sur des compétences, sur des travaux plutôt sur du second œuvre, embellissement. Et on l'a accompagné aussi dans les achats des matériaux et des petits équipements qu'on a mis en place pour pouvoir avoir cette démarche un peu de premier pas vers un nouveau logement. Voilà, j'ai fini pour mes présentations. Merci, merci Aurore. Du coup, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de faire un premier tour d'échange, de questions, qui sera pas très très long, mais voilà, si vous souhaitez intervenir, prendre la parole, poser des questions, on peut prendre voilà, peut-être une ou deux ou trois questions. Guillaume, je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour la présentation. Moi, ça me permet de mieux connaître aussi les compagnons bâtisseurs. Et donc, c'est effectivement très intéressant de voir la démarche pour des personnes qui débarquent dans des logements, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Et puis, ça permet de les remettre en état. Et je voulais juste savoir comment vous arbitrez aussi quand vous arrivez dans des zones où voilà, il y aurait probablement des choses plus profondes à faire pour avoir des problématiques soit de confort thermique ou de ventilation, etc. Et comment éventuellement
vous arbitrez ou vous renvoyez sur des projets à plus long terme. Merci. Merci. Alors, peut-être juste pour préciser, pour leur préciser sur les premières situations, on travaille avec les bailleurs sociaux. Donc déjà, pour le choix des travaux qu'on va réaliser, on a des commissions avec les différents partenaires pour décrire la situation, les besoins. Et en général, ces instances-là, c'est des temps de médiation avec les bailleurs où on peut aussi faire remonter des points qui ne sont pas traités dans le logement de la famille et qui ne relèvent pas de l'habitant. Et que nous, en fait, on n'accompagnera pas, on n'a vraiment pas vocation à se substituer, dans le parc social en tout cas, aux missions du bailleur. Par contre, on peut leur faire remonter les besoins. On peut aussi éventuellement accompagner sur la mise en œuvre s'il y a un accord qui est trouvé entre le bailleur et le locataire. Donc ça, c'est pour ces situations-là. Et pour ce qui est des propriétaires occupants, donc un autre champ de nos actions, on intervient justement sur des aspects qui vont beaucoup plus concerner la rénovation énergétique. Et là, on intervient sur des détections des opérateurs ANA, par exemple. Ça peut être des travailleurs sociaux des départements ou de la MSA. Et dans ces cadres-là, on peut aller jusqu'à des rénovations globales du logement. Donc, en fait, on a une palette d'interventions qui est assez large, qui se développe de plus en plus vers des interventions justement sur de la ventilation, sur de l'isolation. Ce qu'on ne faisait pas avant 2015, on ne le faisait pas au Compagnon Médecins Rhône-Alpes. Okay, merci. Effectivement, ouais, en logement social, du coup, c'est pas pareil. Ouais. Non. Merci. On a encore le temps pour une question. Sinon, on enchaîne et puis peut-être que d'autres questions arriveront en fin de... Alors, Clément, ton nom ne s'affiche pas complètement, donc ce sera ton prénom. Okay. Je Clément te laisse, Devaux. Clément Devaux, Est-ce que vous je te laisse m'entendez? la parole. Ok, Ouais. super. Ouais, Excellent. très, Bonjour très à bien. tous. Merci. Est-ce que, Aurore, tu peux repréciser le coût, en fait, c'est le coût que payent les habitants qui est reversé à Renoac ou j'ai pas très bien compris, en fait? Merci. Alors nous, on est totalement indépendant de Renoac. Il n'y a pas de, il n'y a pas de lien entre les compagnons bâtisseurs et Renoac du point de vue de la rémunération et du paiement des habitants. Donc l'habitant, en fait, sur les projets que je viens de présenter, le premier en tout cas, parce que le deuxième, c'est un montage un peu particulier sur l'accès des publics sans abri. Sur le premier cas, en fait, on fait payer 10%. La facture totale du ménage, c'est 10% du coût des matériaux qu'on a mis en œuvre chez elle. Ça veut dire que voilà, si 300 € sont mis en œuvre de matériaux, la facture du ménage, c'est 30 €. Le reste est pris en charge par en fait, les financeurs, c'est on va dire un pot commun de financement de nos partenaires. D'accord. Donc c'est vraiment une participation plus symbolique de la famille. Et la visée, là, dans ce cadre-là de cette action précise, qui n'est pas toutes nos actions, on est plus sur le symbole, sur la participation financière. Et l'objectif, c'est vraiment plutôt c'est un prétexte, en fait, les travaux sont un prétexte à vraiment remobiliser la famille pour celles qui sont volontaires. Et voilà, donc il y a tout un partenariat qui est construit autour de ça. Excellent, merci. Alors, du coup, je précise, c'est peut-être nécessaire que effectivement le Renoac, donc le réseau normand de l'auto-habitation compagnie, il rassemble des professionnels qui ont cette pratique en Normandie. Et comme on a fait le choix ce soir de faire une présentation, je dirais pas exhaustive, mais la plus large possible, des différentes situations en auto-habitation accompagnée, et on n'a pas dans notre réseau, on n'a pas en Normandie de gens qui font de l'ARA social, enfin ce qu'on appelle l'ARA social, c'est-à-dire pour un public de locataires, comme peuvent faire les compagnons bâtisseurs. Et donc on a demandé à Aurore d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui on a des actions de collaboration sur d'autres sujets, des sujets nationaux comme les assurances. On lui a demandé du coup d'intervenir pour présenter la palette, pour compléter la palette des interventions possibles en ARA, même si elle n'est pas effective aujourd'hui en Normandie. Voilà. On peut encore prendre une question ou sinon on enchaîne et puis on se refera une petite session de questions à la fin si personne ne se manifeste. Et moi, Jérôme, je veux bien intervenir. Jérôme, à Angers, je viens de faire une formation maçon terre crue à Noria et compagnie.
Et donc, ce que je voulais poser comme question, c'est par rapport aux compétences pour accompagner justement dans l'ARA social. Il faut à la fois des compétences techniques, mais aussi relationnelles et pour transmettre à la fois les compétences techniques, mais aussi surtout l'accompagnement humain, quoi, je veux dire. Du coup, est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont les deux compétences ou est-ce que c'est différents profils qui travaillent ensemble? Voilà. Dans nos équipes, on a des binômes qui sont des... Donc, on a une chargée de projet qui intervient surtout auprès des partenaires sociaux et qui, en général, fait la première visite donc, avec la famille. Donc, ça, c'est plutôt les compétences qu'on va dire sociales. Et derrière, on a un animateur technique qui, lui, va être l'accompagnateur de la famille pendant son projet de travaux. Il a des compétences, des compétences du coup seconde œuvre bâtiment. Et en général, on a des profils un peu hybrides de personnes qui travaillent chez nous. On a par exemple, donné un exemple de profil, quelqu'un qui a fait une formation menuiserie et qui a fait aussi une formation d'EduxP. Et qui finalement, au bout de ce cheminement-là, est arrivé chez nous parce qu'il voulait à la fois mettre en œuvre et avoir cet aspect accompagnement. Donc c'est vraiment cette palette-là complète qui est déployée. C'est des profils qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Et par contre, sur l'intervention, on a toujours une intervention en binôme sur nos projets. Donc, une chargée de projet plutôt sur le lien aux partenaires et puis le premier lien aux familles et puis derrière l'animateur technique qui fait le suivi sur le long terme. Super. Merci Louise, je te redonne la parole pour enchaîner avec l'intervention suivante puisque je suis le maître du temps. Très bien. Donc Louise Aubert, je reprends la parole pour l'association Enerter. Donc, je ne vais peut-être pas redonner des informations supplémentaires sur l'association Enerter. Bon, à part qu'on est dans la Manche et que donc on est dans une zone rurale pour situer un peu le contexte aussi dans lequel on se trouve et dans lequel se trouve l'accompagnement que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc on se trouve là chez Delphine et son fils. Hein. C'est pas des vrais prénoms, mais c'est juste pour c'est un peu plus humanisé quand même. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est assez particulier parce qu'il a duré plusieurs années. Donc ça a commencé en 2015 et ça s'est poursuivi jusqu'en 2020, si ce n'est jusqu'aujourd'hui. Donc voilà la situation au moment où nous avons eu notre premier contact avec Delphine qui était dans cette maison. En fait, c'est une personne qui est propriétaire occupante, donc elles sont deux. La maison a été achetée, mais il y avait beaucoup de travaux à faire. Les travaux, en fait, ont été commencés. Donc, c'était en particulier de la démolition. Il y a eu la démolition était bien entamée. Et puis, il y a eu d'autres travaux qui ont été commencés, comme de l'électricité. Et donc, les habitants sont allés dans l'annexe que vous voyez qui est juste à côté, qui est une annexe qui ne remplit pas tous les critères de confort d'aujourd'hui. Donc, c'est une annexe pas isolée, sans chauffage, avec à peine l'électricité et l'eau. L'électricité étant connectée en fait à la maison principale. Donc avec très peu de confort, voilà. Donc là, l'image qu'on voit en bas à droite, là, c'est vraiment dans la maison. Donc là, on est dans une situation où voilà, la dame a commencé des travaux et dans une situation, une solution a été trouvée temporaire de se mettre dans l'annexe à côté en attendant que les travaux se fassent. Et puis finalement, de situation temporaire, on arrive à une situation qui s'installe dans la durée. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive quand même de temps en temps. Et ça, c'est dû, on va dire, à une mauvaise, comment dire, une mauvaise anticipation de l'ampleur des travaux qu'il y avait à faire et du coût des travaux. Voilà. Donc, pour situer aussi la situation dans laquelle la personne se trouvait, donc le chauffage était, par exemple, au poêle à pétrole. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez typique dans le coin, c'est-à-dire
c'est un investissement qui n'est pas onéreux. Sur le moment, un poêle à pétrole, c'est pas trop cher. Et puis ensuite, surtout, l'énergie dont on a besoin pour se chauffer, l'investissement, il est flexible, quoi. C'est en fonction du temps. S'il fait froid, s'il fait chaud, on allume le poêle, on achète ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et voilà, et le temps passe. Hein. C'est un petit peu à la petite semaine, on va dire. Alors, je descends. Vu que j'ai changé d'ordinateur, c'est bizarre ça. Voilà, hop, voilà, on arrive sur la deuxième diapo. Donc voilà, ça c'était pour illustrer un peu les problèmes qu'il pouvait y avoir, enfin comment dire, la situation à la fois d'inconfort et puis à la fois même, je dirais, d'insécurité, avec notamment la question d'électricité là qui était repiquée sur la maison principale, avec évidemment tout un tas de multiprises pour pouvoir brancher les équipements. Voilà. Donc là, on arrive à un moment où la dame, elle est face à un blocage à la fois administratif, financier, technique et puis familial. Alors administratif, pourquoi? Parce que en fait, c'est des difficultés à suivre les démarches en général, les dossiers. Quelqu'un qui est en rupture aussi avec les organismes sociaux, donc dès qu'il s'agit de parler de la CAF ou même de demandes d'aide financière comme l'ANA, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que trop de papiers, parce que encore être en lien avec les institutions, donc trop compliqué. Blocage aussi financier, donc parce que finalement, comme je disais, un défaut d'anticipation au départ sur l'ensemble de ce que représentait cette rénovation, et puis des difficultés aussi comment dire, à gérer les rentrées d'argent. En fait, on n'est pas forcément dans une grande précarité au départ, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un salaire régulier, mais des difficultés quand même à organiser les dépenses au quotidien et puis à moyen et donc aussi à long terme. Aussi des difficultés familiales avec des hauts et des bas qui laissent du coup plus ou moins l'espace mental pour se concentrer sur la rénovation qui est un peu en stand-by. Et puis des difficultés techniques parce que des choses ont été commencées mais pas finies. Et, par exemple, des artisans sont intervenus, mais le travail n'a pas été fini. Il y a quand même eu un début de travail d'électricité, mais qui n'a pas été fini. Et donc, derrière ça, évidemment, personne ne veut venir, aucun artisan n'a envie de remettre les doigts dans quelque chose qui est commencé et pas fini, ou à moins de tout refaire depuis le début. Donc voilà, donc là, c'était quand même une situation de blocage assez extrême, quoi. Heureusement que ça n'arrive quand même pas tout le temps. Néanmoins, c'était quand même une personne qui avait une grande volonté de bien faire, qui s'était déjà quand même renseignée auprès des artisans qui savaient intervenir sur ce type de bâti. Et donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'important et de positif pour la suite de la réno. Ce qui a permis quand même, malgré la réticence à commencer des dossiers compliqués, d'orienter la personne vers des aides financières à la rénovation qui sont celles du département ici de la Manche. Donc, c'est quelque chose qu'il n'y a pas partout, mais il y a quand même un aspect patrimonial qui est important pour ces financements. Du coup, on a pu la lancer un petit peu là-dessus. Ce qui lui a permis d'avancer par la suite. Ah oui, donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu à cet instant T, donc en 2015, un diagnostic ou en tout cas un constat des travaux qui restaient à faire. Donc finalement, on était assez loin. Alors il y avait quand même des travaux importants comme fosse septique, des huisseries à changer, la VMC, des isolations de combles, l'électricité, les murs étaient nus. Enfin, voilà, donc là, on partait quand même de loin. Étonnamment, il y avait quand même de l'investissement sur un poêle qui était, par contre, surdimensionné. Donc voilà, là, il fallait composer avec ça.
Hop. Donc, parmi ce constat, ce diagnostic de tous les travaux qui restaient à faire, bien sûr, tout ne peut pas être fait en ARA, mais NRTR a proposé certains lots en autoréhabilitation accompagnée. Et il y a eu un lot d'isolation des combles perdus en bottes de paille et un autre lot de correction thermique par des enduits intérieurs. Donc, la correction thermique n'était pas envisageable tant que d'autres travaux préalables n'avaient pas été réalisés. Mais par contre, on a essayé d'intervenir assez rapidement pour l'isolation de combles pour au moins faire un bon chapeau à cette maison. Donc ça, c'était en janvier 2017. Bon, alors évidemment, pour un chantier comme ça, vous voyez bien qu'on est en zone rurale et qu'on est bien entouré. Ça nécessite des ressources qui ne sont pas toujours facilement mobilisables. Vous voyez la manutention et la logistique que ça demande. On a la chance donc d'être entouré et de compter parmi nos bénévoles des agriculteurs ou anciens agriculteurs et voilà, ça permet de réaliser aussi ces travaux. Donc, nous avons continué l'accompagnement de cette personne, mais avec des hauts et des bas, ce qui fait que on a pu faire notre deuxième chantier seulement en 2020. Entre-temps, certaines situations ont pu être débloquées. On a réussi quand même à trouver parmi nos ressources des personnes qui ont pu l'accompagner aussi auprès des organismes sociaux et puis des artisans qui ont accepté d'intervenir et de finir les travaux qui avaient été commencés et non finis, ce qui n'est pas évident. Donc le deuxième chantier a eu lieu l'année dernière, donc vous voyez qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps. Donc là, ça a été une correction thermique en intérieur avec une terre fibrée. Donc là encore, les ressources étaient quand même un petit peu moins, voilà, ça demandait un petit peu moins de logistique. On arrive à un coût de 4 300 €. Ce qui a pu aussi débloquer la situation, c'est qu'elle est quand même partie sur un prêt travaux, ce qui était quelque chose d'inenvisageable au départ. Donc c'est-à-dire qu'elle est quand même comment dire, elle a quand même engagé un peu une démarche de rénovation globale et d'anticipation des coûts à un petit peu plus long terme. Bon, alors là, les difficultés, c'était l'année dernière, donc évidemment, il y avait la situation sanitaire, et puis il faut savoir que l'accueil des bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui viennent sur les chantiers, il n'y a pas que l'habitant, ça peut être aussi source de stress, parce que ça nécessite d'être disponible pour les gens et de les accueillir dans un environnement acceptable. Donc, hop, pour finir, voilà une superbe photo que j'ai bien, qui est rendue tout à fait anonyme, avec quelques images des enduits finis. Voilà, donc le bilan, c'est que c'est un accompagnement là qui demande énormément de temps. Alors, il n'y en a pas non plus beaucoup des accompagnements comme ça, mais ça arrive de temps en temps. Et finalement, quand on fait le compte du temps passé, hein, vous imaginez bien que ça représente quand même un coût assez énorme pour la structure et qu'il faut être capable d'aller chercher quand même des financements pour ça, qui a nécessité des compétences très diversifiées et puis des ressources très variées. Voilà, on a réussi à s'entourer à la fois de personnes qui ont pu l'accompagner sur l'accompagnement social, les artisans, les agriculteurs. Enfin voilà, donc ça a demandé quand même des compétences très diversifiées, enfin, des ressources très diverses. Mais évidemment, on arrive à évidemment, c'est positif, hein, on arrive à quelque chose quand même de fini aujourd'hui. La personne habite enfin dans sa maison et puis elle a activement participé à cette amélioration du confort chez elle. Voilà, donc j'arrête là parce que sinon, je ne vois pas l'heure sur l'écran, mais je crois que j'ai largement dépassé. Bah, en tout cas, merci Louise. En tout cas, je pense qu'effectivement, le temps des questions est arrivé. Voilà, donc si quelqu'un souhaite intervenir, qu'il lève la main et je lui donne la parole. On peut peut-être laisser, si jamais il y a le temps à la fin, un temps pour les questions. Comme ça, on est sûr que tout le monde pourra présenter. On peut prendre une question si tu peux faire une réponse succincte. Une question. Voilà. Vincent Moreau, qui lève la main. Bonjour, Vincent Moreau de l'ADEME. Je suis stagiaire sur le sujet de l'auto-rénovation et je voulais vous poser une question sur les assurances que vous
que vous vous engagez sur, sur ce chantier-là en particulier? Comment ça se passe au niveau des assurances? Alors, du coup, je sais, ça dépend ce qu'on entend par assurance. Si on parle de la responsabilité, enfin, quant aux bénévoles, ou alors si on parle de l'assurance pour les travaux. Ce qui concerne les bénévoles, par exemple, donc les bénévoles sont tous adhérents à l'association NRTER, donc ils sont couverts en cas d'accident sur les chantiers. Après, pour ce qui est des travaux, nous, on n'a pas de décennale, par exemple, puisqu'on n'est pas une entreprise, on est une association. Donc, finalement, jusque-là, on a comment dire, l'accompagnement, quelque part, il se poursuit toujours. Donc, les fois où il y a pu avoir des problèmes sur les enduits, on est revenu en fait finalement dessus assez rapidement. Donc il y a toujours un lien qui fait que on a pu reprendre des choses qui auraient pu être un petit peu abîmées, notamment à cause du climat, puisque c'est arrivé plusieurs fois que les chantiers se fassent sous la pluie et que ça dégrade un petit peu les enduits. Donc voilà comment on s'organise. Alors, sur la question des assurances, je mets quand même un complément parce qu'effectivement, c'est une question super importante qu'on n'a pas le temps enfin qu'on n'a pas vraiment le temps de traiter aujourd'hui parce que sinon il faudrait 3 heures. Cependant, on l'a mis au programme de la prochaine rencontre qui aura lieu du coup le 21 mai, le vendredi 21 mai. Et du coup, on aura un temps qui sera vraiment dédié à l'explication sur comment ça fonctionne parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont très diverses suivant en fait, le type de travaux, suivant le type de l'encadrement aussi, si l'encadrement est réalisé par une association, s'il est réalisé par un artisan. Donc voilà, donc ça nécessite de prendre un temps assez important pour expliquer les différentes situations et différentes solutions qui ont pu être trouvées par les uns et les autres. Et du coup, j'en profite aussi pour dire en 1 minute qu'on est justement avec l'association, avec des compagnons bâtisseurs Auvergne-Rhône-Alpes, en train et puis l'association ICOS, avec laquelle on collabore aussi beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, on est en train justement de mettre en place une action au moins interrégionale et qu'on espère nationale pour essayer justement de favoriser l'assurabilité des travaux en auto-réhabilitation accompagnée. Mais c'est effectivement... Enfin voilà, en tout cas, on en parlera de manière détaillée lors de la prochaine rencontre, le 21 mai. Écoutez, je propose qu'on enchaîne. Louise, à qui donnes-tu la parole après? Alors, ensuite, ce sera Tom Lacheret du CIER. Donc, on a tiré au sort avec Stéphanie, et a priori, c'est moi qui vais causer, mais c'est elle qui répondra aux questions. Donc, tu as le droit de m'arrêter si je dis trop de bêtises. Sois concis pour qu'il y ait un temps pour les questions, s'il te plaît. Ça marche, je vais essayer d'aller vite. Peut-être pour commencer quand même rapidement, qu'est-ce que c'est que le CIER? Donc, c'est une petite association qui se situe dans le fin fond du bocage virois. Donc, on travaille essentiellement sur du patrimoine rural, de la maison individuelle. Voilà. Comment on est venu à l'ARA? En fait, il se trouve qu'à l'origine, on portait une mission de service public qui était l'espace info-énergie, dans lequel, d'une part, on s'est rendu compte qu'il y avait un léger déficit d'accompagnement des services publics auprès des ménages, d'une part, et puis l'autre entrée, c'était de dire, chez nous, en fait, l'ARA, c'est une pratique assez commune, pour autant peu reconnue et donc pas finançable via les aides financières. Or, une des entrées principales des gens vers l'espace info-énergie, c'était ça. Donc, ce qui nous a amené à nous pencher sur le fait de comment on va faire pour faire en sorte que ces gens-là puissent financer leurs travaux quand même. Donc, voilà, donc là, l'idée, c'est de vous présenter le projet de réno de Steph qui est avec moi, qui est une petite maison individuelle. La surface habitable aujourd'hui, c'est 58 mètres carrés. Donc, comme je disais, c'est du bâti traditionnel. Donc, on a du mur en schiste avec une maçonnerie plutôt saine. On avait de la chance parce que la charpente était déjà refaite, la couverture était quasi neuve et les menuiseries étaient déjà posées. Donc, en gros, le plus cher était déjà fait. C'est pour ça que j'indique que c'est du billard. Et on avait déjà les principaux réseaux, quoi. Donc les lecs, l'eau potable. C'était déjà une maison qui avait une destination habitation, même si c'était vide, hein, pour le dire. Voilà, et donc pas de système à l'intérieur.
tout le second œuvre à refaire, quoi, en gros. Pas d'assainissement non collectif non plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être juste présenter Steph. En fait, l'idée, c'est que Steph s'installait avec sa maman dans la maison. Donc, ça faisait 2 propriétaires occupantes. Alors, on rigolait tout à l'heure sur la terminologie. Donc, c'est très modeste, ils disent Alana. On disait pauvre. Voilà. Avec un peu de compétences, carrément, et surtout beaucoup de copains et beaucoup de motivation, quoi. Voilà, donc nous on a attaqué mars 2020, c'était l'acquisition du bien, et puis du coup on commence à plancher un peu sur l'état initial, et puis qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en termes de travaux. En avril 2020, on commence, j'ai essayé de mettre des termes un peu précis, donc une étape de faisabilité et d'avant-projet sommaire, quoi, avec une idée d'optimiser au mieux. En gros, le projet consistait en la rénovation complète du bâtiment, mais il y avait aussi derrière un projet d'extension. Donc, nous, on a commencé et avec un enjeu majeur qui était un emménagement le plus rapide possible, quoi. Parce que des histoires de déménagement, des choses de ce genre-là. Donc, on a commencé par essayer de phaser les travaux sur la base d'un bilan thermique, en fait, parce que les aides financières sont orientées notamment autour de ça, et puis moi, c'est ma compétence. Et on a commencé à essayer de phaser les travaux de telle façon à ce qu'on arrive à faire un maximum pour que ce soit emménageable rapidement, tout en obtenant le maximum de subventions aussi, quoi. Donc, cette première phase qui est maintenant terminée, ça consistait à isoler tous les rampants, isoler une partie des murs. On s'est gardé une isolation par l'extérieur des murs nord pour plus tard. Il y a eu une correction thermique aussi qui était programmée sur la façade sud, création d'une salle de bain, d'une cuisine. Il y a un souhait très fort chez STF de travailler les questions écologiques, quoi, donc chauffe-eau solaire, poêle à bois et phytoapuration pour ce qui est de l'assainissement. Et puis, on a essayé d'orienter ça aussi en sachant qu'il y avait une grosse partie qui allait être réalisée par Steph et par des copains et copines à elle, et les voisins et un réseau de bénévoles autour de l'association. Pour faire en sorte que les techniques qui soient mises en œuvre soient le plus accessibles possible aussi, quoi. Donc, on s'est évidemment retourné vers les techniques dites traditionnelles, quoi. Donc voilà, en avril, on commence par la déclaration préalable de travaux, donc tout le boulot de conception, de plan qu'on a pu faire ensemble. Les marches autour de l'assainissement, des choses de là. Et puis Steph entame les travaux de démolition et puis quelques aménagements qui vont être bien utiles pour la suite du chantier. En extérieur, de toilettes sèches, de quoi camper sommairement dans la maison, l'installation d'une tente berbère. Peut-être on en recausera, mais bref. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'avril. Et puis après, on attaque le gros. Donc, une fois qu'on on est à l'avant-projet définitif, forcément. Donc là, on en est à la définition des lots de travaux, mobilisation, sélection des professionnels. Alors, il s'avère que ce n'était pas très compliqué parce qu'on a un joli réseau, en fait, nous, autour de nous, et voilà, tout un réseau de professionnels qui partagent peu ou prou les mêmes valeurs, qui ont l'habitude de bosser dans ce genre de cadre, et puis qui ont l'habitude de bosser ensemble au fur et à mesure qu'on arrive à faire des chantiers ensemble. Donc, au cours de la première réunion de chantier, on finit par caler tous les lots, qui intervient quand et tout ça. Et puis, avec Steph, de notre côté, on bosse sur le planning du chantier en fonction des retours des professionnels. Et puis, la mise en place d'outils de suivi pour les dépenses, des choses de ce goût-là, parce que Steph va faire le gros de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Et on attaque et on finit même les dossiers de demande d'aide financière. Ça, c'est un bon gros bout. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, je pourrais être plus précis, mais si je commence là-dessus, on n'a pas fini. Donc, en termes de fonctionnement, il y a une partie des travaux qui est en intervention classique, notamment tout ce qui est concerné par les aides dédiées aux professionnels RGE, parce que nous, c'est un sésame dont on ne dispose pas encore. Donc, les menuiseries, il en restait une à faire. Le chauffe-eau solaire, le chauffage, l'isolation, mais juste l'insufflation, parce que la préparation des structures pour l'isolation, ça, on l'a fait en ARA. Et puis après, tout ce qui était mécanisé, donc un bout de terrassement, un super maçon qui a fait aussi les dalles. L'électricité, ça se fait très bien, il y avait David qui savait le faire et plutôt bien, donc c'est lui qui s'en est chargé. Voilà. Par contre, ce qui a été fait en auto-réhabilitation, c'est donc la correction thermique. On était plutôt content de notre coup parce que c'est un terre-paille banché derrière une structure de torchis. Voilà.
Donc, tout l'agencement, la réalisation du plancher intermédiaire, la réalisation d'un escalier, la préparation des supports, toute la plomberie, toutes les évacuations, toutes les finitions de manière générale. Voilà. Donc, pour tout ce qui est pour tout ce qui est des lots qui étaient réalisés en autoréhabilitation accompagnée, pour nous, c'est assez spécial de faire ces catégories-là parce que pour le coup, ça répond plutôt aux catégories des financements. Comme, bref. Les fournitures étaient réalisées via le CIER, donc c'était se débrouiller, mais parce qu'en gros, nous, on a négocié des tarifs qui sont accessibles à nos adhérents et on ne marche pas, nous, sur la fourniture. Et puis, on a aussi mobilisé un autre outil que le CIER a mis en place, qui est un atelier, en fait, en gros, qui propose des espaces et des outils à prix libre, quoi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire? J'ai essayé d'aller vite. Hein. Non, mais je pense que la présentation est assez complète. Moi, j'ai envie, alors je ne sais pas si c'est possible, mais puisque tu es accompagné par le bénéficiaire, je trouve que c'est plutôt une chance. Est-ce qu'on peut avoir un retour sur la rame et vu du côté du bénéficiaire, de Stéphanie, du coup, de l'habitante? Ah, c'est pour toi. Ah oui, quand même. Sur le retour de... Oui, alors sur ces chantiers-là, effectivement, il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont intervenus. Ça nécessite effectivement ce qu'évoquait la personne tout à l'heure sur un des chantiers précédents, effectivement d'être présent et d'être... effectivement, il y a une logistique à gérer en parallèle et il faut le prendre en compte dans le... Voilà. Mais ça s'est bien fait parce que majoritairement, les gens étaient jeunes et ont accepté des conditions un peu rustiques pour vivre. Mais voilà. Et puis, le chantier terre-paille de la façade sud a été l'occasion en plus de faire intervenir un certain nombre de jeunes du secteur aussi pour qu'ils découvrent et qu'ils apprennent des techniques un peu différentes. Donc, quand je dis des jeunes, c'est des jeunes gens du coin. Les enfants enfin, quand je dis les enfants, c'est pas des tout petits non plus, hein, mais des grands ados qui ont pu découvrir ça pendant une semaine. Et le chantier a été fait en une semaine avec tous ces jeunes-là. Et ça a été un moment très sympa et très agréable. Et puis, tout ce qui est construction des caissons aussi pour l'isolation de la toiture, ça a été aussi fait dans le cadre de l'ARA. Et là aussi, ça a été un chouette partenariat avec l'artisan charpentier qui nous a juste mis en route. Et puis après, c'est nous qui avons tout fait. Voilà. Et quoi d'autre je sais pas quoi vous dire moi sur les chantiers. Heureusement que Tom était là pour faire en fait la coordination aussi entre les différents artisans parce que parfois il faut savoir par où passe, par exemple là sur la photo du bas on le voit, par où passent les tuyaux du chauffe-eau solaire. Donc, forcément, il faut du coup une coordination entre les différents artisans pour qu'ils se mettent d'accord et voilà sur comment on fait. Donc là, ça permettait effectivement d'avoir les deux artisans sur place et nous, de façon à ce qu'ils nous donnent les consignes et qu'on puisse réaliser les choses correctement dans les règles. Voilà. S'il y a d'autres questions plus précises. Ouais, merci pour ce point de vue. Je pense que c'est le bon moment pour poser des questions, pour aller quelques minutes de questions. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, ouais, super, on voit défiler. Là, vous avez la photo là, dont je parlais, la photo du bas où on voit les caissons qui ont été préparés par nous, mais avec l'aide effectivement des deux artisans et le chauffagiste et le charpentier menuisier. Voilà. Il y a encore une... Et là, du coup, vous avez effectivement le bilan moral qui pose une question. Alors, à un moment, Tom avait mis dans le bilan là, de savoir si j'avais su tout ce que ça entraînait, est-ce que je serais partie comme ça? Et oui, je lui ai dit, tu peux enlever la question parce que quoi qu'il arrive, je serais partie. Et s'il fallait repartir, je repartirais de la même façon, étant donné que c'est un chantier qui s'est quand même passé dans un temps très court, vu que comme vous l'avez vu, l'acquisition a eu lieu en mars et nous sommes rentrés dedans en décembre, de façon définitive en décembre. Donc, c'est quand même, vu la quantité de travaux qu'il y avait à faire, un temps record. Mais merci
Contrairement à ce que disait la personne tout à l'heure, justement, le contexte sanitaire a plutôt aidé parce que ça a rendu les gens disponibles pour venir faire des travaux à la maison. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est le revers de la médaille pour certains. Il a été le bon côté pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a des... Enfin, si vous avez des questions, bah, c'est maintenant. Voilà, vas-y, Aurore, on te passe la parole. Merci pour la présentation parce que je trouve que l'expérience est super. Et j'ai une question sur le dépôt du dossier Anna. Est-ce que c'est toi, Tom, qui l'a fait? En 2 mots, hein. Est-ce que c'est toi, Tom, qui l'a fait? Est-ce que c'est une des compétences que vous avez? Ou est-ce que vous travaillez avec les opérateurs Anna qu'on connaît et est-ce qu'ils sont ouverts à l'ARA? Enfin, est-ce qu'il a fallu les convaincre? Alors, j'ai 2 types de réponses. Y a-t-il des institutionnels dans la salle? Si oui, je choisis le type de réponse 1. Non, en gros, nous, on n'a pas du tout les compétences pour déposer nous-mêmes en propre les dossiers ANA. Pour autant, on connaît très bien pour avoir longtemps bossé avec eux, parce que je tiens à préciser que maintenant, nous, on n'a plus du tout de modèle de... Enfin, on ne dit plus du tout avec des subventions aujourd'hui. Il n'y a plus une seule mission subventionnée. Voilà. Donc, pour autant, je connais bien leur boulot parce que j'en ai fait un peu. Et donc, du coup, on prémâche très, 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 très lourdement leur dossier. Et là, il s'avère que pour le coup, nous, on n'avait pas encore eu de dossier en ARA spécifiquement sur le territoire du Calvados, ce qui fait qu'on a eu, par exemple, chose très, 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 très rare, un contrôle de l'ANA à la fin du chantier, par exemple. Ok. Donc, de fait, voilà, on a rempli un dossier de type, auto-réhabilitation, donc c'est l'expérimentation de février 2015, là. C'est ce dossier-là qu'on a monté. Ok. Et merci. Tom a été présent aussi lors de la visite justement de l'opérateur mandaté par l'ANA de façon à appuyer aussi. Je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais pas pu défendre le dossier de la même façon. Voilà, de la même façon, par exemple, c'était comment faire pour que la correction thermique soit intégrée au dispositif de financement. Ça, il faut faire le bilan thermique soi-même parce que sinon, c'est trop de boulot pour un opérateur qui n'a pas les moyens d'investir là-dedans. Voilà. Moi, j'ai la chance, je triche, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de l'ADEME tout à l'heure, s'il pouvait ne pas me balancer, ce serait chouette, mais j'ai encore un Dialogique de l'ADEME qui me permet de réaliser ces bilans et du coup, j'ai un logiciel qui me permet de discuter avec ces opérateurs-là puisque eux aussi en disposent et peuvent éditer leur bilan sur cette base-là. Voilà. Je jouis des relations de confiance qu'on a pu installer en 10 ans, mais clairement, c'est pas reproductible. Ok, merci pour ta réponse. Ok, donc on prend encore une question pour laisser le temps à Anne de présenter aussi son projet. Clément, tu as la parole. Ok, du coup, c'est à moi. Yes, merci. Merci pour la présentation. Stéphanie, j'avais une question concernant notamment les artisans. Comment ça se passe avec eux, notamment financièrement? Ils te font une facture et c'est toi qui centralises ça par rapport aux aides ou enfin un peu comment c'est géré tout ça? Alors, ça a été géré, effectivement. Alors, comme le disait Tom, on a un super réseau d'artisans dans le secteur et des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et des gens qui ont aussi l'habitude de travailler avec les aides financières. Donc, du coup, on a pu s'arranger pour mettre en délai les factures, c'est-à-dire qu'on a payé les acomptes, mais on n'a pas payé la totalité des factures et on a pu effectivement attendre que les aides soient versées, enfin pas que les aides soient versées, mais en gros, on a calculé très court pour que ça soit possible de jouer à très peu de temps sans se retrouver financièrement interdit bancaire, effectivement, pour que ça, voilà, les artisans jouent le jeu pour que leur facture soit réglée en étant sûr que nous, derrière, on allait toucher les sous dans un temps court derrière, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour la partie. Si je peux peut-être préciser un peu, pour être sûr que j'ai bien compris ta question, c'est de dire en fait toutes les interventions des artisans qui étaient en propre, comment dire, donc fourniture et main-d'œuvre, ça c'est des factures qui étaient mises directement à Stéphanie. Et pour tout ce qui est lourd en ARA, quand bien même, par exemple sur la menuiserie, on a un sous-traitant, tout passe par le CIR. Donc la facturation comprend de la fourniture. Même si c'est Steph qui fait la démarche d'aller les acheter et tout ça,
Nous, on centralise le tout et puis on réalise une facture avec l'ensemble des fournitures prises, quoi. Et pour la main-d'œuvre, c'est facturé au titre de l'accompagnement. Donc, c'est un taux horaire qui est appliqué pour les heures d'accompagnement technique. Okay. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais, peut-être. Si, c'était exactement ça. Merci. Ça marche. En tout cas, on voit bien la qualité de l'accompagnement et des relations qu'il peut y avoir entre différents acteurs pour que des projets comme ceci puissent se mettre en place et bien se dérouler, quoi. C'est vraiment super. Voilà, c'est au tour de Anne Lecartier. Alors du coup, Tom, il faut que tu désactives ton partage. Que tu désactives ton partage en bas de l'écran. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter un chantier qu'on a débuté en 2019. Donc, c'est une maison dans l'Orne, à côté de Flers, une maison en torchis et avec des soubassements en pierre. Les propriétaires, pour l'instant, c'est une maison secondaire et les propriétaires sont belges, mais ils aimeraient qu'elle devienne leur résidence principale à terme. Donc, la première fois qu'on les a vus, c'était en 2018. En fait, la maison est assez humide. Il y a des problèmes d'électricité, etc. Et donc, on se rend compte que la maison est complètement cimentée, que le torchis est en mauvais état, que la structure bois est également en mauvais état. Mais on ne se rend pas forcément compte, à la première visite, avec les enduciments, à quel point elle était en mauvais état. Donc, en fait, on leur propose de faire un audit énergétique avant de démarrer tous les travaux. Donc ça, c'est en 2018. Et puis, en 2019, les propriétaires commencent à démolir les dalles béton et puis les enduits intérieurs et extérieurs en ciment. Et là, on se rend compte que le torchis est vraiment en très très mauvais état. Et que la structure bois va devoir être reprise de façon un peu lourde. Donc, alors, voilà. Donc, on leur a proposé, en fait, ils nous ont fait part de leur souhait de participer au chantier. Et donc, on leur a proposé, en fait, de faire de la correction thermique en terre avec du lin. Et on a décidé de faire tomber tout le torchis pour reprendre correctement la structure bois. Et donc de remplacer le torchis par du terre-paille allégé. Donc voilà. Alors les photos que vous voyez, voilà, c'est après démolition et puis après renforcement de la structure et après passage des réseaux. En 2019, en juillet, on fait un premier chantier sur une partie de la maison. Voilà, que veux dire de plus? Ça mobilise une dizaine de bénévoles. Voilà, c'est 2 semaines de chantier. Voilà, on a réutilisé ce qui restait du torchis pour faire notre terre-paille. Voilà. En juillet 2020, on fait une deuxième session de chantier où là, on fait du terre-chanvre banché. J'avais pris des notes. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est un chantier du coup bâtiment basse consommation, voilà, qui va être soumis à un test d'étanchéité à l'air, donc bon, un petit peu technique quand même. Donc le terre-paille, il est sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur.
Et puis le terre-lin, on a fait ça sur 5 cm d'épaisseur. Voilà, les bénévoles, on a surtout mobilisé, on a fait un appel à bénévoles auprès de l'ARP. Et puis également, on a eu beaucoup de personnes sortant de formation éco-construction qui venaient compléter leur formation. Et puis voilà, pour finir, à quoi ressemble maintenant la maison. C'est pas terminé, hein, il y a le côté rue qui est encore à remplir, on va dire, cet été. Alors les obstacles principaux, on va dire, dans ce cas-là, c'était la disponibilité des propriétaires puisqu'ils sont pas sur place. Donc c'est un peu, oui, c'est un peu sur leur temps de vacances. Et les chantiers, du coup, faut que ce soit relativement efficace. Donc ça demande quand même d'être assez bien organisé. La recherche de bénévoles, comme on n'a pas de structure d'accompagnement, et puis qu'eux non plus sont pas sur place, ils n'ont pas de réseau sur place, c'est à nous de faire un peu ce boulot de rechercher des bénévoles. Bon, ça n'a jamais été un point critique, mais bon, ça pourrait l'être dans le cas. Et par contre, après, les propriétaires, voilà, sont comme souvent sur des chantiers participatifs. Ils sont ravis de participer au chantier, ravis de se former, ravis voilà, des échanges qu'il y a sur le chantier. Donc voilà, et puis évidemment, c'est un coût de travaux qui est largement diminué par rapport à si on faisait tout juste nous, quoi. Voilà. Donc j'espère avoir été assez claire et concise et ne pas avoir oublié de choses. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Ouais, merci, merci Anne. Du coup, tu parlais à la fin de l'économie financière réalisée. Est-ce qu'on peut dire que le fait de faire ces travaux en ARA a permis du coup on va dire de mobiliser le financement disponible vers des techniques, vers des écomatériaux ou vers de la performance? Est-ce qu'on peut vraiment relier, à ton avis, la participation des bénévoles, en tout cas l'autorehabilitation compagnie, avec une économie financière qui est réinvestie dans de la qualité, qu'elle soit environnementale ou énergétique ou performantielle? Oui, je pense. Après, c'est vrai que je connais pas non plus leurs finances, etc. Mais c'est sûr que ils ont pu se permettre d'autres choses, faire travailler un ami menuisier, faire un escalier. Je pense que ça a permis de faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Donc, et puis malgré tout, ce qu'on a fait en chantier participatif, comme tout chantier participatif, c'est aussi qualitatif que fait par des artisans seuls. Donc, Ok, merci. Louise Laplamain. Louise, je te passe la parole. Oui, voilà. Donc déjà, par rapport à la recherche de bénévoles, c'est une question qui est à la fois pour l'ARP et qui est en lien avec ça. Quelqu'un qui est artisan comme Anne dans la région de Normandie, est-ce qu'elle peut passer par le site internet de l'ARP pour passer une annonce de chantier participatif et faire appel à des bénévoles? Est-ce qu'il faut des critères, voilà. Donc ça c'est pour l'ARP. Et puis après une question pour Anne aussi, c'est
par rapport à ce que ça représente pour l'artisan qui fait ça? C'est-à-dire, est-ce que tu t'y retrouves financièrement? Parce que l'autoréhabilitation accompagnée, c'est aussi beaucoup de temps. Donc, quand c'est par une structure, bon, voilà, je vois à peu près comment on peut réussir à financer du temps. Après, quand on est artisan, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai entendu, c'est que ça peut être quand même assez chronophage. C'est-à-dire que, évidemment, là, tu es avec un habitant qui ne sait pas forcément tout aussi bien qu'un professionnel, ce qui fait qu'il y a peut-être beaucoup de temps à passer au préalable, bien communiquer sur ce qu'il faut avoir de près, etc. Enfin, voilà. Du coup, est-ce que tu t'y retrouves, toi, en tant qu'artisan, en faisant de l'ARA? Voilà. Je Je vais dirais que oui. Oui, tu voulais parler, Grégory, pardon. Bah, il y avait deux questions, donc Ah oui, je pardon. proposais de répondre à la première. Non, bah alors oui, alors effectivement, l'ARP, enfin depuis toujours, depuis sa naissance, il y a en 2006, relaie, on va dire, les chantiers participatifs et même, on va dire, aide aussi les habitants quand ils sont pas, quand il y a besoin dans l'organisation de leur chantier. Et puis effectivement, nous, de par notre système aussi associatif, si le chantier se fait dans le cadre des adhérents de l'ARP, du coup, bah, on a à la fois un système de convention qui sécurise, une convention entre l'ARP, le maître d'ouvrage et puis l'artisan. Et puis aussi, on peut aussi faire bénéficier les participants de notre assurance sur les personnes, donc ils sont aussi couverts s'ils se blessent pendant le chantier. Donc il y a un volet, on va dire, assurantiel, un service autour de l'assurance, de la facilité, enfin on va dire de l'aide à l'organisation quand c'est nécessaire. Là, quand il y a un professionnel qui est aguerri comme Anne, il n'y a pas besoin de nous sur ce sujet-là, mais on peut le faire aussi. Et puis, bien sûr, on relaie les informations. On relaie les informations, celles qui nous parviennent, donc même si le CIER ou si NRTR organise un chantier avec des bénévoles, on va relayer l'information sur le site de l'ARP, puis on a un espace dédié, on l'annonce dans nos newsletters. Enfin voilà, c'est vrai que c'est intéressant pour tout un chacun, au moins de s'abonner à la newsletter, comme ça les informations elles arrivent directement sur sa boîte mail. Et aussi, dernière info que je voulais dire, c'est que l'ARP, c'est aussi l'association régionale de promotion de l'éco-construction, et donc on va naturellement relayer les chantiers qui mettent en œuvre des écomatériaux. C'est vrai qu'on ne va pas être à l'aise pour relier des chantiers qui vont mettre en œuvre des matériaux qui ne sont pas conformes à nos valeurs, en fait. Voilà. Je te laisse la parole, Anne, pour la deuxième question. Oui, donc c'était oui, est-ce que je m'y retrouve? Je dirais que oui, parce que dans le cas précis, sur le chantier, déjà il y a un maître d'œuvre, hein, donc qui coordonne le chantier, et puis on se connaît assez bien. Enfin, sur ce chantier, on se connaît un peu tous là, les artisans. Donc voilà. Et puis après, sur la partie appel à bénévoles, etc., ou préparation du chantier, avant le chantier participatif, enfin les propriétaires sont quand même assez débrouillards. Voilà, moi quand je leur dis ce qu'il y a à préparer, ils le font. Enfin, là-dessus, on n'a pas du tout perdu de temps. Et puis, c'est vrai que la première année, on a un peu piétiné pour rechercher des bénévoles. Puis ça s'est un peu décoincé en appelant deux, trois amis finalement. Mais non, globalement, ces chantiers, non, sont comment dire, pour un artisan, voilà, sont bien, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'y retrouve, quoi. Tant mieux. Donc, tout le monde y gagne alors. Bah oui, oui. Je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, c'est Camille. Bonjour. Alors, vas-y. Ouais. Je voulais savoir si le maître d'œuvre qui avait travaillé sur ce projet, c'était un architecte. Elle est en train de passer son diplôme d'architecte, mais non, elle est ingénieure à la base. D'accord, ok. Merci. C'est vrai qu'en termes de temps, on arrive à la fin de la rencontre, mais moi, on peut se laisser encore quelques minutes pour poursuivre les échanges. Moi, ça me va très bien. Clément, je te donne la parole.
Oui, merci. J'ai une question pour Anne, du coup. Comment ça se passe en fait? Tu fais un devis et pour estimer après en fonction du nombre de bénévoles, tout ça, ou c'est à la fin de la prestation, on a mis tant de temps et voilà, je me demande bien comment ça se gère en fait en amont, Oui. l'encadrement d'un chantier participatif comme ça. Ouais, ben en fait, ouais, je fais un devis, je leur fais un devis, mettons, pour une semaine de chantier, d'accompagnement de chantier participatif. Voilà, je compte 5 jours, mettons. Et puis, ben, on fait le bilan à la fin. Et j'enlève, voilà, des jours si besoin. Et puis, ben, en même temps que je leur donne le devis, je leur dis, ben voilà, il nous faut tant de bénévoles pendant cette semaine-là, quoi. Voilà. D'accord. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'intervention de Anne ou sur des interventions précédentes ou sur des points qu'on n'a pas abordés mais qui... Voilà. Bon, ben, ça a l'air d'être... Il est 18h33. Clément lève revient. encore la main. Voilà, on te redonne la parole, Clément. Ouais, j'avais pas mal de questions, mais je vais me limiter. Merci. Une dernière. Du coup, pour rejoindre un peu le réseau ARP, comment ça se passe en fait? Parce que moi, pour le coup, je suis artisan et c'est quelque chose qui m'intéresserait justement de faire comme Anne. Et je me demandais par où on commençait. Alors, on commence. Alors, il y a plusieurs choses. Le rejoindre le réseau ARP, bon, c'est très, enfin, je veux dire, c'est très facile. C'est très facile. Il faut effectivement aller sur notre site internet, adhérer. Bon, déjà, on peut adhérer en tant que professionnel ou en tant que particulier. Et puis, pour être intégré vraiment au réseau, bah, il y a une charte à signer. Et puis, depuis cette année, on met en place un accompagnement pour les professionnels à la transition vers une pratique plus écologique, enfin, plus conforme à nos valeurs. Et donc, il y a aussi la possibilité depuis cette année d'être accompagné par mes collègues. Si ton activité elle est pas entièrement tournée vers l'éco-construction ou en tout cas voilà, s'il y a besoin de monter en compétences, enfin voilà, d'avoir un accompagnement sur ce sujet-là. Ça c'est la partie plutôt éco-construction. Et après sur la partie auto-réhabilitation accompagnée, en fait, le plus simple, c'est de me contacter. Donc, sur la page qui est dédiée au Renoac, il y a mon contact, éventuellement, je vais remettre sur le chat là, quand j'aurai fini de parler, sur le forum de discussion. Et depuis cette année, en fait, on a mis en place une procédure d'intégration au réseau. C'est-à-dire que le réseau, aujourd'hui, il est constitué en fait à la fois de structures d'accompagnement, comme LRTR, par exemple, comme le CER, et puis de professionnels, comme Guillaume, par exemple, qui est là aussi aujourd'hui, qui a posé des questions tout à l'heure. Et on a à la fois des temps, on va dire, communs pour mettre en place des actions communes, voilà, donc qui sont un peu mobilisatrices pour les artisans qui ne sont pas forcément présents, mais ce n'est pas grave. Après, on leur envoie les infos et puis ils réagissent s'ils ont envie. Et puis, on a mis aussi en place ce qu'on appelle aujourd'hui un parcours d'intégration qui nous permet on va dire de recenser et de rendre visible des artisans qui ont une pratique de l'auto-réhabilitation accompagnée ou qui démarrent mais qui souhaitent monter en compétences. Et donc ça rend visible sur la cartographie des professionnels de l'ARP les professionnels de l'éco-construction qui font de l'accompagnement et qui peuvent être sollicités par un maître d'ouvrage ou par une structure d'accompagnement. Et donc, en complément, puisque bien sûr, quand on démarre, bah, ce n'est pas évident, donc il y a plusieurs manières de monter en compétences. Hein. La plus simple et la plus évidente, c'est de participer à des chantiers qui sont organisés par NRTR, par le CIER, par Anne ou par d'autres. C'est un premier pas, voir comment ça se passe en tant que participant bénévole. Et puis, on met en place, et d'ailleurs, on conclura là-dessus, on va vous présenter un peu tout ça pour conclure. On met en place cette année, pour la première fois en Normandie, des formations à l'auto-réhabilitation accompagnée pour différents publics. La première qu'on va mettre en place, c'est le 10 et 11 juin, qui va s'appeler « Animer un chantier avec des bénévoles », et donc est clairement destinée aux professionnels qui veulent faire de l'accompagnement et accompagner des chantiers avec plusieurs bénévoles, donc avec plus que uniquement le maître d'ouvrage. Et puis un peu plus tard, on va programmer aussi une formation qui est plus sur construire un projet avec un bénéficiaire, et là on parlera plus, enfin un peu plus tard, je n'ai pas les dates en tête, mais on va les afficher, qui parlera plus de la phase amont du chantier, comment est-ce qu'on évalue les compétences d'un bénéficiaire, comment est-ce que d'un ménage, d'un maître d'ouvrage, comment est-ce qu'on devise le chantier, comment est-ce qu'on le chiffre, voilà, quel type de contrat il existe, comment ça se passe au niveau des assurances. Donc on a vraiment mis en place cette année, c'est vraiment la première fois. Merci Louise,
un parcours d'accompagnement qui passe par de la formation et qui permet de monter en compétence, qu'effectivement, il faut à la fois une compétence, on va dire, technique dans son corps de métier, et puis une compétence pédagogique, enfin, d'accompagnement pour l'encadrant du chantier. Je pense que j'ai... Voilà. Oui, juste pour conclure, donc voilà, j'ai mis le PDF, enfin voilà, les prochaines dates à se rappeler, puisqu'on arrive à la fin et que je vois qu'il y a des gens qui partent. Donc, ça permet d'inscrire ça si ça vous intéresse. Donc, effectivement, il y a les 3 formations dont a parlé Grégory. Et puis, parallèlement, il y a aussi les rencontres pro qui vont continuer. La prochaine en visio, hein, encore, désolé, mais par contre, celle d'après, on espère la faire en présentiel à l'automne. Et c'était juste aussi pour préciser quelque chose au sujet du site de l'ARP. Pour ceux qui cherchent des professionnels qui proposent de l'ARA, il y a aussi une cartographie des acteurs et des actrices sur le site internet de l'ARP. Je crois dans l'onglet conseil aux particuliers, et donc c'est assez bien fait. Vous avez le critère autoréhabilitation accompagnée, et vous trouvez les professionnels de la région qui proposent ça. Et puis si vous êtes vous-même professionnel et que vous êtes passé donc par le parcours dont parlait Greg, et ben vous pouvez aussi être référencé sur cette cartographie. Je vais faire un petit partage d'écran pour le montrer concrètement. Et bon, on s'achemine effectivement vers la fin de la rencontre, mais bon, voilà, s'il y a encore une question qui doit être posée, bah, voilà, posez-la maintenant ou la prochaine fois. Taisez-vous à jamais. Non, je dirais maintenant ou la prochaine fois le 21 mai. Je vais vous montrer en attendant le chemin pour accéder à la cartographie des acteurs de l'éco-construction. Donc voilà, donc là vous voyez le site internet de l'ARP, donc je vais revenir hop, sur la page principale, la page d'accueil. Donc vous avez du coup voilà l'adhésion parce qu'on est une association, vous avez la newsletter, donc vous permet de vous abonner, de recevoir toutes les infos de nous et de nos partenaires en Normandie, donc on va dire toute l'info de l'éco-construction en Normandie, et puis la cartographie sur laquelle vous allez avoir effectivement une liste de professionnels. Et dans les critères, voilà, c'est ça. Il y a un critère qui est lié à l'autoréhabilitation. Alors, accompagné, il faut qu'on mette à jour le titre qui est pas le bon, mais qui va permettre d'identifier les structures d'accompagnement. Voilà, hop, déjà ça se réduit. Et puis l'accompagnement technique. Alors, aujourd'hui, il faut bien, et donc effectivement, normalement, quand on va sur la carte, il y a la fiche avec hop, normalement, il doit y avoir le logo du Renoa qui apparaît, donc vous voyez bien que c'est un professionnel qui est membre du réseau. Alors aujourd'hui, il ne faut pas être effrayé par la carte qui est pas très remplie, hein, mais c'est d'une part, si vous ne trouvez pas un professionnel, il faut nous contacter, parce que nous, on en connaît plein qui n'ont pas encore fait la démarche de s'inscrire sur la carto et surtout de s'inscrire dans le cadre du réseau. Et donc, nous, on pourra les pousser pour qu'ils s'inscrivent s'il y a une opportunité de chantier. Et ensuite voilà, on a vraiment mis en place ce référencement, on va dire, Renoac depuis le mois de janvier. Et donc ça va, la carte va se densifier tout au long de l'année. Voilà. Ben, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, moi je propose qu'on clôture et puis vous donnez surtout rendez-vous. Alors bon, c'est vrai que on a essayé quand même de vous présenter ce soir différents types d'accompagnement avec différentes formules sur différents types de territoires. Donc voilà, c'était un panel peut-être un petit peu dense, mais qu'on a voulu un petit peu large. Et donc là, on vous donne rendez-vous le vendredi 21 mai, même heure. Et donc là, ce sera moins dense et on aura plus de temps pour vous présenter voilà, qu'est-ce que le Renoac, comment on fait de l'autoréhabilitation accompagnée en Normandie, dans le cadre du réseau, quels sont les outils qu'on a mis en place en termes de convention, en termes d'assurance, en termes d'outils de communication, de formation, on y reviendra. Et voilà. C'est ça. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ben, merci Greg et merci aux autres intervenants et voilà, merci aux participants et peut-être donc aux prochaines rencontres pro. Voilà.
Bon, je vais clôturer je ferme. Oui, Voilà. merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Merci, au revoir.